Vous étiez dans le sud-ouest, notamment il y a quelques jours. Vous avez fait le bilan sur le RSA sans condition. Est-ce qu'on va en France vers un RSA accompagné d'une activité nécessaire? C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Et le texte de loi sur le plein emploi a été adopté par le Sénat au mois de juillet. Il sera voté par l'Assemblée nationale demain. J'espère évidemment qu'il sera adopté, mais nous avons mené le débat pendant les 15 derniers jours avec un texte qui, à l'issue de ces débats, me paraît être un bon texte. Et l'objectif que nous avons, c'est celui que le président de la République a rappelé pendant sa campagne. C'est de dire que nous avons la chance en France d'avoir un RSA qui a un revenu de subsistance, un revenu minimum pour les personnes qui n'ont plus de revenus. Aussi, parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Madame la Première ministre. Il faut désmicardiser la France. On ne peut accepter une France où beaucoup sont condamnés à rester proches du SMIC toute leur carrière. Je vous annonce que nous généraliserons ce dispositif à tous les départements de France d'ici le 1er janvier 2025. Hier, face au Parlement, 1h20 de prise de parole du Premier ministre avec une flopée d'annonces. On va s'arrêter sur certaines d'entre elles, mais déjà on pensait qu'il n'aurait rien à dire, Gabriel Attal, après la conférence de presse d'Emmanuel Macron la semaine dernière. En fait, il est arrivé avec une série de propositions, c'est déjà ça. Oui, c'était un peu long. Moi, vous savez, je retiens 3 choses du discours de Gabriel Attal et ce ne sont pas des bonnes choses. Le premier, c'est de grands reculs sur l'écologie. Et je veux le souligner, de grands reculs tant sur le climat que sur la démocratie environnementale, le tout entouré d'un grand flou magistral et éminemment inquiétant. La deuxième chose, c'est la pauvrophobie d'État. Et vous savez, cette guerre... Pauvrophobie ? La pauvrophobie, tout à fait. La discrimination socio-économique, c'est-à-dire qu'on fait la guerre aux pauvres. Et ça s'entend dans le discours, avec une espèce de traque aux pauvres, et ça se fait dans les faits, dans les politiques publiques, puisque ce qu'il a annoncé, ce sont effectivement des politiques publiques qui visent à traquer les pauvres partout, à les contrôler, à les surveiller et à les délester de la moindre allocation qu'ils sont susceptibles de toucher. Donc c'est absolument dramatique. Et là...
Phénomène qui prend de l'ampleur dans certaines régions du pays, là où l'économie est la plus dynamique, le taux de chômage très bas, les loyers sont de moins en moins accessibles pour ceux qu'on appelle les travailleurs pauvres. Résultat, ils sont de plus en plus nombreux à dormir dans leur voiture après leur journée de travail. C'est notre focus aujourd'hui, il est signé de nos confrères de France 2, Jacques Cardoz et Thomas Donzel. À la nuit tombée, ces véhicules apparaissent comme des ombres. On ne soupçonne pas qu'ils appartiennent à une nouvelle catégorie de la population. Ceux qui vivent là sont sans adresse mais pas sans abri. Leur abri, c'est leur véhicule. 40% d'entre eux ont un emploi, une proportion qui augmente chaque année. Parmi eux, nous rencontrons Danielle, 46 ans, et sa fille qui, elle, n'a pas souhaité nous parler parce qu'elle a honte de la situation. Pendant que sa fille occupe le siège avant, Danielle, elle, se repose sur une planche et un matelas à l'arrière. Ce n'est pas trop dur de vivre comme ça? Si, spécialement à mon âge. Combien je gagne par mois? 2 000 $. Et non, ce n'est pas suffisant pour louer une chambre. Une couette, une petite table des vêtements. Danielle a vite fait de transformer son intérieur. Employée de bureau à mi-temps, elle fait partie de ces salariés pauvres qui, malgré tout, gagnent trop pour percevoir des aides. Pour s'en sortir, elle préfère investir ses maigres revenus dans de nouvelles études et économiser sur son logement. Le choix qui m'était offert était de rester sur la brèche en permanence, ou bien de reprendre des études, de décrocher un diplôme et d'élargir mes possibilités avec un meilleur salaire et un meilleur emploi plus stable. En fait, Danielle a longtemps été comptable, mais en 2012, et buvez un bon coup pour la patrie. Il s'agit de remonter la France. Je vous offre un vaste changement. Pour une France vraiment barbare, pour un futur incertain, contribuable, me revoilà. Gogol sauvera